Qu'est-ce que vous leur proposez, par exemple, à ces entreprises? À ces entreprises, par exemple, on va leur proposer d'analyser leur sensibilité à la météo, à savoir, voilà, météo normale, entre guillemets, quel est mon chiffre d'affaires, et voilà, après, quel va être l'impact d'1 degré en plus ou 1 degré en moins, ou alors de quelques millimètres en plus, et ensuite, on va identifier le seuil à partir duquel, vraiment, c'est trop difficile à supporter pour l'entreprise et donc à transférer à l'assureur. Et tout va très très vite dans les entreprises du commerce également que vous conseillez, que vous encadrez. Rodolphe Bonas à la tête de CACOM. C'est vrai qu'on a tous des idées en tête, hein. Voilà, une grosse chaleur l'été, c'est bien pour les marchands de boissons, de glace, de chips, etc. Quand il y a une forte pluie comme ça qui débarque sur une grande partie de la France, fin mai, 30 mai, 31 mai, c'est aujourd'hui, ça va continuer encore demain, 1er juin justement. C'est bon pourquoi, c'est mauvais pourquoi? Alors, j'allais dire que c'est bon pour les vendeurs de bottes, hein, ça c'est sûr, parce qu'ils n'avaient pas prévu de faire du chiffre d'affaires au mois de mai. Il en reste encore dans les magasins. Oui, exactement, ça peut arriver à rupture et finalement ça s'organise ce type de sourcing. Ce qui est intéressant finalement au travers de la question, c'est de voir finalement quand on dit météo-sensibilité, il y a deux typologies en termes de commerce. Il y a les produits qui sont météo-sensibles en termes de production. Donc ce qu'on a vu là dans le producteur de Chablis, on voit bien que il y aura une récolte qui sera moins forte. C'est pareil pour la cerise. Tout d'un coup, vous n'allez pas vendre de cerise si jamais ça a gelé un peu tardivement. Et puis vous avez les produits qui sont météo-sensibles à la vente. Donc typiquement. Là actuellement, les bottes, les cirés. Exactement. Là, on va les bottes cirées d'un côté, mais en revanche, on va sans doute vendre un peu moins de glace, parce que mécaniquement, si vous voulez, c'est pas un temps à manger une glace en terrasse. Donc voilà un petit peu la grille de lecture qu'on a. Et pour rebondir sur la logique, vous savez, il y a une célèbre étude qui a été sortie aux États-Unis et qui évoque que finalement, en regardant de plus près, il y a quasiment 2/3 des entreprises qui sont météo-sensibles, de près ou de loin. Alors il y a des entreprises qui sont tout à fait évidemment météo-sensibles, et puis il y en a d'autres qui par rebond, ricochet, le transport ou autres qui peuvent être en effet météo-sensibles. Oui, ce que vous dites chez Météo Protect, Sarah Albert, 70% de l'économie mondiale serait météo-sensible, c'est-à-dire donc un petit peu plus des 2/3 des entreprises, avec une part du PIB nécessairement qui est impactée par la météo. Et on en parle, voilà, parce qu'on est sur BFM Business. Ça se voit aujourd'hui, oui, effectivement. On voit que la plupart des secteurs vont être impactés par la météo, que ça soit aussi bien... les énergéticiens, on l'a vu avec cet hiver qui était extrêmement doux. Vraiment l'agriculture, le transport, le bâtiment, l'événementiel. Voilà, on le voit très bien avec Roland Garros aujourd'hui. Le manque à gagner, on l'estime aujourd'hui de 2 à 3 millions. Donc, Tiens, c'est intéressant ce que vous dites sur Roland Garros, justement. Tiens, vous dites 2 à 3 millions. C'est lié à quoi, Rodolphe Bonas? En fait, en effet, les organisateurs de Roland Garros ont évoqué un manque à gagner de 2 millions. Mais en fait, il faut savoir que c'est très très peu en valeur, parce que Roland Garros, ça fait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, à peu près. Sur une quinzaine. Sur une quinzaine, c'est à peu près 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais en gros, le vrai impact, c'est les à rebond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le premier partenaire qui est quand même sont les télés. Ça veut dire que les écrans de pub, finalement, avec l'audience, ils vont être vendus 3, 4, 5 fois moins cher. Donc là, l'impact, on ne parle pas de 2 millions d'euros, mais là, ça se compte en dizaines de millions. Et puis ensuite, bien sûr, pour les grands partenaires, que sont les grandes marques qui ont misé sur l'événement, sur la quinzaine, faisant venir leurs grands clients, il y a quand même un impact. On fait tourner un peu le système, et puis derrière, on n'a pas vraiment les retombées. Et vous parlez des droits télé. Je ne sais pas si la finale, elle aura bien lieu le dimanche prochain. Spontanément, j'ai envie de dire non, mais si la finale, elle a lieu un mardi après-midi ou un mercredi après-midi, c'est pas pareil pour les chaînes télé. Là, c'est la double peine. C'est-à-dire que le décalage de la finale sur un jour de semaine, ça veut dire une audience qui est quand même divisée de manière très significative. Ça veut dire que finalement, le jour de la finale, vous allez quand même faire tourner le système, parce que vous allez quand même avoir vos invités, ouvrir votre stade, faire venir les spectateurs, et puis après les faire revenir le jour d'après. Donc non, oui, le décalage de la finale, c'est la double peine. Ouais, c'est la double peine. Alors justement... Mais ça peut être, pardon Fabrice, ça peut être en revanche un élément doublonné, parce qu'en 2012, souvenez-vous, la finale avait été reportée, une partie de la finale avait été reportée, donc en fait, on avait une audience le dimanche pour voir une partie de la finale, et on avait une audience le lundi pour voir la fin de la finale. Je m'en souviens plus, mais bon, en effet, je vous crois que vous êtes un amoureux de tennis. C'est vrai. Tiens, justement, est-ce qu'on est bien préparé? Question que je vais poser dans un instant, Olivier Moustakakis, qui représente les associés à Sarah Albert de Météo Protect. À propos de Roland Garros, justement, écoutez Guy Forget, vous savez, c'est le nouveau directeur du tournoi de Roland Garros. Voilà ce qu'il disait hier. Il constatait, il regrettait quelque part qu'on n'ait toujours pas installé de toit. Guy Forget. On a vraiment l'impression qu'en France, pour que les choses bougent, il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience. Il faut qu'il y ait des fois un drame
pour qu'on se dise, ah ben oui, si on avait fait ça avant, ça aurait été mieux. Et je crois que cette prise de conscience, elle est aujourd'hui. C'est vraiment aujourd'hui qu'on se rend compte que, si tu veux, ce qui était quelque chose d'exceptionnel auparavant, je veux dire, aujourd'hui, les stades couverts dans les grands chelems, maintenant c'est un standard, quoi. Et nous, on les a pas. Et on l'a vu en début de semaine, on l'a vu aujourd'hui, on a envie de dire stop, quoi. Maintenant, allez, on le fait, notre truc, quoi. Bah oui, on le fait. Ça veut dire quoi? Qu'on n'est pas assez bien préparé, Olivier Moustakakis, face à cet aléa météo, justement, vous qui représentez les assureurs? Certains le sont, d'autres moins, clairement. Après, quand vous avez affaire à des phases de ce type climatique avec des événements ultra violents, vous avez beau être préparé, vous allez en minimiser les conséquences, mais vous aurez quand même des conséquences qui sont catastrophiques. Là, en l'occurrence, ce qu'indiquait Guy Forget, c'est d'une toute autre nature. C'est est-ce que Roland Garros veut investir ou pas pour couvrir son central? Il semble évident qu'ils ont intérêt à le faire. Voilà. Ouais, après, est-ce que Roland Garros s'est assuré pour un risque climatique? Je n'en sais rien. Vous avez après des parcs d'attractions qui s'assurent pour des pertes d'exploitation et des pertes de nombre de visiteurs, donc de chiffre d'affaires en fonction de la météo, etc. Donc il y a des assurances. Tout est assurable, hein, naturellement. J'imagine que Roland Garros est parfaitement assuré, justement, lorsqu'ils décident eux-mêmes de rembourser les billets moyennant certaines conditions, parce qu'il y a une durée au-delà de laquelle, eh bien, on ne rembourse pas, justement. Là, je crois qu'aujourd'hui, on a joué 2 heures et quelques minutes. Alors là, du coup, rien du tout. Voilà, c'est ça. Sarah Albert. Oui, non, effectivement, c'est pas. En dessous d'1 heure, vous êtes remboursé complètement. Et en dessous de 2 heures, c'est entre 1 heure et 2 heures, c'est 50% du prix du billet. Et là, comme ils ont joué 2 heures et 1 ou 2 minutes, voilà. Eh ben voilà, comme on dit, bon, très bien, les spectateurs se sont fait un petit peu rouler. Sarah Albert, Météo Protect. Comme vous disiez, il y a les entreprises peuvent-elles se préparer justement à ces aléas météo. On a ce qu'on appelle la gestion, on va dire, finalement opérationnelle, donc comme on peut le voir le cas à Roland Garros avec mettre un toit. Mais après, il y a certaines entreprises qui peuvent pas se préparer, où il ne reste que les assureurs, justement, pour pouvoir supporter le risque. On pense aux agriculteurs, ils vont pas mettre des chaufferettes dans tous leurs pieds de ligne, c'est vrai. Ou alors aussi les énergéticiens, il fait froid, c'est pas pour autant que, même s'ils baissaient les prix du gaz, vous vous chaufferiez pas forcément plus. Donc voilà. C'est pour cela qu'aurait été mis en place la notion de catastrophe naturelle. Oui, tout juste, qui permet justement d'arriver a posteriori. Exactement, c'est-à-dire que chaque contrat d'assurance qui a une couverture dommage cotise en fait quelques euros pour le fonds de garantie catastrophe naturelle, au même titre que la garantie attentat. Tous les contrats d'assurance maintenant prévoient une cotisation qui est prélevée pour vous, moi, pour chaque assuré du pays. Est-ce que vous avez l'impression que le risque météo, il devient dans de nombreux secteurs aussi important que le risque du taux de change, du taux d'intérêt également? Vous planchez dessus chez Météo Protect. Quand on voit par exemple certaines entreprises qui aujourd'hui ont dû fermer dans la zone industrielle de Saran, c'est à côté d'Orléans, dans le département du Loiret. Quand on voit par exemple qu'un certain nombre de travailleurs frontaliers demain ne pourront plus traverser la frontière entre Thionville et le Luxembourg, parce qu'il n'y a pas de train, justement, parce que la SNCF arrête. Et là, pour une fois, c'est pas les grèves. Hein. On pourrait se poser la question, Rodolphe Bonas aussi. La pluie plus forte que la CGT pour arrêter un pays, sur notre pays. Là, en l'occurrence, en effet, ça a sans doute éteint les incendies à la sortie des raffineries. Hein. Oui. Avec ce qui est tombé, je pense qu'on peut plus brûler de pneus. Sarah Albert, sérieusement, chez Météo Protect, c'est une donnée de plus en plus prise en compte par l'économie? Oui, clairement, on le voit, c'est une donnée qui est de plus en plus prise en compte. On a de plus en plus d'écoute auprès notamment des directeurs financiers. Donc oui, complètement. Mais Rodolphe Bonas, c'est ACOM. Alors oui, c'est assez intéressant de voir qu'en effet, sur statistique, pour essayer d'arriver à prévoir la météo. Alors dans le commerce, je vais donner un exemple très simple. Sachez qu'il y a un certain nombre de logiciels qui existent et qui permettent d'achalander les rayons en fonction des prévisions climatiques. Hein, c'est-à-dire que il y a des logiciels qui commencent à prévenir les directeurs de magasins en disant attention, dans 3 jours, il va faire ce temps-là, tu devrais organiser tes offres produits dans le magasin en fonction du temps qu'il va faire. Voilà. Donc on est en train de rentrer dans cette logique de prévision climatique parce que c'est vrai que c'est des éléments qui sont extrêmement importants. On peut faire 1, 2, 3, 4 points de chiffre d'affaires en travaillant vraiment sa zone de chalandise avec les effets du climat. Et ça, vous en avez là, par exemple? Vous en proposez chez CACOM, Rodolphe Bonas? Nous non, c'est des logiciels d'expertise, d'analyse liés avec les prévisions météorologiques et liés ensuite avec aussi, c'est très important, la zone de chalandise, parce que vous savez qu'on vend pas les mêmes produits dans tous les magasins. Oui, et c'est ce que vous faites chez Météo Protect, Sarah Albert, grâce à la connaissance de la météo. Dans les semaines à venir, on peut caler au mieux les opérations commerciales en déclenchant ou pas des promotions, des campagnes publicitaires.
lorsque la météo devient plus favorable. Des modèles statistiques comme ça, vous en développez. On utilise de plus en plus le big data, justement. Voilà, on se sert d'événements passés pour prédire le futur. Exactement. Alors nous, on va pas travailler sur les prévisions météo. On va travailler justement sur le passé et comprendre comment la météo va impacter justement le chiffre d'affaires. Et donc de là, ensuite, l'entreprise, avec les prévisions, saura justement si elle doit modifier ou non effectivement son business. Est-ce qu'on sait tout calculer ? On ne sait pas tout calculer encore. Ouais, on y Rodolphe. travaille. Je vais vous raconter une anecdote aujourd'hui, puisqu'on est quand même sous contrainte de pluie. Vous avez une entreprise qui a lancé une appli qui s'appelle Aigle, qui vend plutôt des bottes, et qui s'appelle Happy Pluie. Je vous invite à aller voir ça. Et en fait, ça vous donne des promotions sur les bottes si jamais la météo réelle est vraiment complètement déréglée. C'est-à-dire que quand il pleut et qu'il fait très beau, vous avez des super promotions sur les bottes. Donc je trouve assez marrant de voir qu'une entreprise qui est très orientée sur la vente de bottes utilise le climat pour fabriquer une opération commerciale. Donc ça, c'est bien, vous applaudissez, c'est réactif. Ouais, c'est assez rigolo. Ouais. Happy Pluie, ça s'appelle. Ouais, bon, on ira voir Happy Pluie, voilà le conseil du jour. La pluie, j'imagine, ça booste l'e-commerce nécessairement quand il y a des trompes d'eau comme ça qui tombent sur Orléans, sur Béthune, sur Paris, sur d'autres villes. Bon, on reste chez soi et puis on fait ses commandes à la maison. Alors tout à fait. Ce qui a été plus mesuré, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le très très beau temps fait diminuer le chiffre d'affaires de l'e-commerce. Les gens sont dehors. Donc mécaniquement, en effet, on peut penser que ça va l'augmenter. Oui, et comment est-ce que les entreprises peuvent faire pour se couvrir contre les aléas que fait peser le risque climatique? C'est quoi? Il y a une police d'assurance particulière ou pas? Tout à fait, il y a une police d'assurance spécifique. Mais après, même pour un particulier, dans sa multirisque habitation, il a une garantie de ce type qui s'est appelée événement naturel, qui couvre ce type d'aléas. Et lorsque l'état de catastrophe naturelle est déclaré, à ce moment-là, il y a le relais qui est pris avec tout ce qui est mis en branle auprès des assureurs pour proposer une indemnisation rapide, en moins de 3 mois, et la possibilité d'avoir plus de temps, de disposer plus de temps pour déclarer son sinistre, etc. Est-ce que vous voyez, vous qui êtes comparateur d'assurance à la tête d'Assurland, justement, est-ce que vous voyez comment les assurances rivalisent maintenant d'ingéniosité, de trouvailles, pour prendre de plus en plus en compte cet aléa climatique qui peut être très brutal, qui peut être très changeant, ce que nous disait Sarah Albert? Les météos, j'allais dire classiques entre guillemets, maintenant c'est fini, c'est du passé. Maintenant tout d'un coup on se prend des trompes d'eau un 31 mai sans savoir Alors, il faut bien faire le distinguo entre l'état de catastrophe naturelle et l'état classique. Tout juste. Maintenant vous pouvez être chez vous seul, il y a une tornade qui arrache votre toit. La commune n'est pas déclarée en catastrophe naturelle, donc là c'est votre assureur en fonction des garanties dont vous disposez sur votre contrat qui va prendre le relais ou pas. Mais les compagnies d'assurance maintenant en mettent de plus en plus. Alors, tout à fait, vous avez des tas d'options possibles. Vous pouvez assurer votre jardin, vos clôtures, parce que souvent ce sont des éléments qui ne sont pas pris en compte de manière standard. Donc il y a tout type d'options qui coûtent un prix, c'est un prix certain, donc il faut rajouter à la cotisation d'assurance un certain montant pour bénéficier d'options supplémentaires. Au même titre que pour votre véhicule automobile, de la même façon. Si vous n'avez pas de garantie dommage, catastrophe naturelle ou pas, vous ne serez pas assuré. Votre véhicule va finir dans le torrent et dans le fleuve, tant pis pour vous, si vous êtes assuré en RC. Si en revanche vous avez une garantie dommage, à ce moment-là, vous serez indemnisé. La crue centenale, alors ça c'est le cauchemar un peu. Il y a eu une opération, un exercice qui a été mené donc, je crois début mars, à la demande des autorités justement. Est-ce que ça, quelque part, c'est dans l'esprit des uns, des autres, une crue centenale, donc en région parisienne, du même niveau qu'en 1910, 830 000 habitants résidant en zone inondable, plusieurs millions d'habitants dont les conditions de vie seraient dégradées, 500 km² de territoire sous eau. Est-ce que ce scénario catastrophe, on y planche, que ce soit chez Météo Protect, que ce soit dans les compagnies d'assurance implantées en région parisienne? Alors allez-y Olivier. Chez les assureurs, oui, certainement. Oui. Ça fait partie des sujets sur lesquels ils travaillent. Je pense que de la même façon chez vous, également, ça fait partie des modélisations que vous faites pour proposer des garanties de ce type, pour couvrir ce type d'aléas. Sarah Albert, racontez-nous qu'est-ce qui se passerait avec des transports perturbés, des logements exposés, des centaines de milliers de logements exposés à une telle crue, des gens qui devraient fuir leur logement qu'il faudrait évidemment héberger, et pas uniquement héberger pour une nuit, parce que ça veut dire que des inondations pourraient ruiner complètement leurs habitations. Ça,
Comment on prend ça en compte? Alors ça, c'est vrai que ça va être plus chez les assureurs, dans les contrats d'assurance classiques, dans les contrats d'assurance dommages. J'imagine que ce type de sinistre va être pris en compte. Oui, mais en fait, l'Île-de-France, c'est quand même le tiers de l'activité du pays. Les scénarios les plus noirs disent 100 000 établissements, des grandes entreprises, des PME, des commerces implantés dans la zone inondable seraient évidemment out le temps de cette crue décennale, centenale. Oui, mais c'est vrai qu'après, il y a des plans qui ont été mis en place aussi bien par la mairie de Paris que par la région Île-de-France pour faire face à une crue centenale, aussi bien la RATP, la SNCF. Donc il faudra... Ça, puis il y a des fonds de garantie, toujours pareil. Voilà. Le principe des catastrophes naturelles. Rodolphe Bonnage. Juste pour l'anecdote et pas forcément connecté à la prévision. Sourire, Voilà, juste pour l'anecdote et pour pas connecté à cette crue, sachez que vous avez une enseigne à Paris, une enseigne parisienne qui fait certaines livraisons de ses produits dans Paris intramuros en péniche. Ça s'appelle Franprix en effet, qui a monté tout un système de péniche. Voilà, qui permet d'alimenter ces magasins autrement que par la route. Donc voilà, on imagine que si jamais il y avait une crue centenaire, on serait peut-être tous alimentés dans Paris en péniche. Oui, mais enfin, si on a fait une maison, ça sert pas. Ah oui, ça c'est sûr que c'est pas. Oui, oui, et puis comme dit Sarah Albert, il faudrait qu'elle passe sous les ponts. Hein. Oui, ça c'est vrai. C'est un autre sujet. Peut-être qu'elle passera dessus. Au-dessus. Allez, un dernier mot et puis on se quitte. Ce type d'événement aussi prend des proportions de plus en plus fortes parce qu'à une certaine